laid. Il était d'une neutralité étudiée, presque effrayante. Il portait un attaché, case en cuir et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Sa mission, expliqua-t-il d'une voix monocorde lors d'une brève réunion, était de réaliser un audit du capital humain en vue de la transition. Il parlait un jargon corporatif qui sonnait étranger et creux entre les murs de l'atelier. Il parlait de synergie, de flux de travail, de compétences transversales. Les artisans l'écoutaient en silence, le visage fermé, comprenant confusément que leur vie, leur savoir-faire, allait être traduit dans une langue qu'ils ne parlaient pas et probablement dévalué au passage. Duval installa un petit bureau dans un coin de l'atelier et commença ses entretiens individuels. C'était une vivisection. Il ne posait pas de questions sur le métier, sur les techniques, sur la passion qui animait ces hommes et cette femme. Il posait des questions sur leur gestion du stress, leur capacité d'adaptation au changement, leur intelligence émotionnelle. Pendant qu'il parlait, il ne les regardait pas dans les yeux. Il observait leurs mains, leurs tics, leur posture. Il prenait des notes dans un carnet à la couverture de cuir noir. Quand ce fut le tour d'Hervé, l'épreuve fut un supplice. Assis en face de cet homme au regard clinique, Hervé se sentit comme un insecte épinglé sous une loupe. Il se mit à bafouiller, à rougir, son geste nerveux pour remonter ses lunettes devint frénétique. « Je remarque que vous vous touchez souvent le visage, monsieur », nota Duval d'une voix neutre. « En cas de gêne, on se touche le visage. C'est un indicateur de manque de confiance en soi. » Hervé se figea, les mains soudainement perçues comme des traîtresses. Il ne savait plus où les mettre. Duval continua, imperturbable. « Votre communication non verbale suggère une forte anxiété et une aversion au risque. Comment évalueriez-vous votre proactivité sur une échelle de 1 à 10? » Hervé murmura un 5 pathétique, souhaitant simplement que cela s'arrête. L'entretien avec Jean-Claude fut différent, mais tout aussi dévastateur. Le vieil horloger répondait aux questions par des phrases courtes, des grognements ou un silence obstiné. Il refusait de jouer le jeu, de se plier à cette évaluation absurde. Il resta assis, droit sur sa chaise, les mains posées à plat sur ses genoux, le regard fixé sur un point au-dessus de l'épaule de Duval. Duval nota. Sujet réfractaire au dialogue. Fait preuve d'une rigidité psychologique importante. Résistance passive-agressive au changement. Probable obstacle à la mise en place de nouvelles procédures. Il ne voyait pas la fierté, la dignité blessée, la sagesse d'un homme qui savait que l'essentiel de son art ne pouvait être quantifié sur une échelle de 1 à 10. Il ne voyait qu'une anomalie dans son système, un rouage non conforme. Pendant une semaine, Duval hanta l'atelier. Sa présence était un poison. Les conversations s'éteignaient à son approche. La concentration, si essentielle à leur travail de précision, était parasitée par le sentiment d'être constamment observés, jugés. Les artisans se sentaient dépossédés de leur propre valeur. Leurs compétences, bâties sur des décennies d'expérience, de transmission, de passion silencieuse, étaient ignorées. À la place, on mesurait leurs tics nerveux, on analysait leurs hésitations, on traduisait leur humanité en données pour un rapport qui déciderait de leur avenir. Le consultant représentait la victoire d'une certaine performance de la compétence sur la compétence elle-même. Son jargon pseudo-scientifique, sa froideur méthodique, son assurance étaient une façade impressionnante qui masquait une ignorance totale de la véritable âme de l'atelier. Il était venu mesurer des âmes avec un pied à coulisse, et dans son rapport final, il conclurait sans doute qu'il n'en avait pas trouvé. Chapitre 6. Un instant d'immobilité. Fin juin, le village célébra la fête de la Saint-Jean. C'était une tradition ancestrale, un de ces rares moments où le temps semblait suspendre son cours, où les angoisses du quotidien reculaient devant la chaleur d'un rituel partagé. La place de la mairie, d'habitude si calme, était envahie par les tréteaux, les guirlandes lumineuses et l'odeur des saucisses grillées. Pour une nuit, les murs de l'atelier et l'ombre de M. Duval parurent s'éloigner. Les artisans étaient là, non pas en tant que collègues, mais en tant que voisins, membres d'une même communauté. Jean-Claude, d'ordinaire si réservé, s'était laissé convaincre de boire un verre de vin blanc. Puis un deuxième, une chaleur inhabituelle détendait les traits de son visage. Quand le petit orchestre local entama une valse un peu hésitante, il resta d'abord à l'écart, observant la scène avec son ironie habituelle. Mais son regard croisa celui d'Éliane. Elle était venue avec son fils, un garçon de 10 ans qui courait partout avec ses amis. Elle semblait plus jeune, moins sur la défensive. Sur une impulsion qu'il n'aurait pu expliquer, Jean-Claude traversa la place et, sans un mot, lui tendit la main. Éliane parut surprise,
Puis un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle accepta. Ils dansèrent en silence, un peu maladroitement au début, puis trouvant un rythme commun. Ce n'était pas une danse de séduction, mais un moment de grâce, une reconnaissance muette de leur alliance, de leur respect mutuel. Dans le tourbillon de la valse, sous les lueurs des lampions, il n'était plus le maître horloger et la polisseuse, mais simplement deux personnes partageant un instant de trêve. Harvey, lui, était resté en périphérie. Sa mère lui avait demandé de lui rapporter une part de gâteau. Il fit la queue au stand de la pâtisserie, mal à l'aise au milieu de la foule. C'est là qu'une jeune femme l'interpella. « Hervé, c'est bien toi? » C'était Claire, une fille qu'il avait connue à l'école, avant qu'elle ne parte faire ses études à Lyon. Elle était devenue infirmière. Elle lui sourit, et son sourire était franc et chaleureux. « Je ne t'avais pas reconnu, dit-elle. Tu n'as pas changé. Toujours aussi sérieux. » Ils échangèrent quelques banalités. Elle lui posa des questions sur son travail, et il répondit par des phrases courtes, rougissant sous l'effet de cette attention inattendue. Elle lui parla de son métier à l'hôpital, de ses gardes, de la vie en ville. Pendant quelques minutes, Hervé oublia sa mère, l'atelier, le poids de sa vie. Il entrevit un autre chemin, une autre possibilité. Une conversation simple, un sourire, la promesse d'une normalité qui lui avait toujours été refusée. « Faudrait qu'on se revoie un de ces jours, pour boire un café », lui lança Claire avant de repartir rejoindre ses amis. « Oui, bien sûr », répondit Hervé, sachant pertinemment que ce café n'aurait jamais lieu. Comment l'inviter dans sa vie? Comment lui présenter sa mère, son appartement sombre, son existence étriquée? La fête culmina avec l'embrasement du grand bûcher au centre de la place. Les flammes montèrent haut dans le ciel nocturne, projetant des ombres dansantes sur les visages. Chacun regardait le feu, perdu dans ses pensées. Jean-Claude pensait à toutes les Saint-Jean qu'il avait vues, au visage disparu, au temps qui consume tout. Éliane, son fils endormi sur ses genoux, songeait à l'avenir incertain. Hervé, le cœur serré d'une espérance aussitôt éteinte, regardait les étincelles s'envoler vers les étoiles, comme autant de vies possibles qui lui échappaient. Cette nuit-là, la communauté avait pansé ses plaies dans la chaleur du feu et du vin partagé, mais c'était un répit fragile, le calme avant la tempête. Au fond, chacun savait que lorsque les cendres du bûcher seraient froides, les angoisses, elles, seraient toujours là, intactes. Chapitre 7. Nocturne en acier et neige. Le blizzard arriva sans prévenir, un soir de novembre. Une de ces tempêtes soudaines et violentes comme seul le Jura sait en produire. En l'espace d'une heure, le monde extérieur disparut derrière un rideau blanc et tourbillonnant. La route de la vallée devint impraticable. Jean-Claude et Hervé se retrouvèrent piégés dans l'atelier. Ils avaient voulu terminer un prototype urgent et n'avaient pas vu le temps passer. Quand ils réalisèrent la situation, il était trop tard. « On est bon pour la nuit », constata Jean-Claude en regardant par la fenêtre la neige s'accumuler en congère contre les murs. Vers 20 heures, les lumières clignotèrent une dernière fois et s'éteignirent. La panne de courant plongea l'atelier dans une obscurité et un silence presque absolu. Le ronronnement des machines, le bourdonnement des néons, tout s'était tu. Seul restait le hurlement du vent à l'extérieur. Jean-Claude, sans un mot, alla chercher des bougies dans un placard. Il les alluma et leurs flammes fragiles projetèrent des ombres immenses et vacillantes sur les murs, transformant les machines-outils en bêtes préhistoriques endormies. Ils s'assirent en silence, chacun à son établi, séparés par la pénombre. L'intimité forcée était pesante. D'habitude, leur communication était médiatisée par le travail, par les objets. Sans cela, ils étaient juste deux hommes, un vieux et un plus jeune, seuls face à la nuit. Pour rompre le silence, Hervé se pencha sur les plans du prototype, éclairé par sa bougie. C'était un mouvement complexe, avec une équation du temps. Il murmura pour lui-même, pensant que Jean-Claude ne l'entendait pas. L'analème. Si on modifie légèrement le profil de la CAME, on pourrait gagner en précision et réduire la friction de près de 3%. Il faudrait appliquer une correction différentielle. De l'autre côté de la pièce, Jean-Claude se figea. Il leva la tête, le visage stupéfait. Ce n'était pas le langage d'un simple apprenti. C'était le langage d'un théoricien, d'un ingénieur. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » demanda Jean-Claude, sa voix rauque résonnant dans le silence. Hervé sursauta, pris en faute, il bafouilla, tenta de minimiser. « Rien, je pensais tout haut. » Mais Jean-Claude s'était levé et approché. Il se pencha sur les plans puis regarda Hervé, mais le regarda vraiment peu, être pour la première fois. Il ne voyait plus l'apprenti timide et effacé. Il devinait le fantôme de l'homme qu'il aurait dû être.
Et dans cette nuit coupée du monde, à la lueur des bougies, les masques tombèrent. Hervé, d'abord avec hésitation, puis avec une